Donc, on démarre avec Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Donc, j'ai écrit Printemps des cryptos, puisque il y avait eu l'hiver des cryptos, qui était en gros l'année 2022. J'ai regardé, je fais un effort pour toi quand même, tu vois. Donc là, on est sur un Bitcoin, alors je connais que celui-là, hein, mais à 42 000 $ à peu près. Et ce matin, dans ces eaux-là. C'est en gros le cours avec lequel il avait démarré l'année 2022. Ouais. Avant donc de tomber à 16 000 $. Donc en gros, sur 2 ans, tu as retrouvé à peu près le niveau que tu avais. Mais tu es encore 40% en dessous de son maximum, qui était 65 000 $ quelques mois avant. Voilà. Bon, on a une idée d'ailleurs de la façon dont se comporte. Est-ce que toi, tu as une idée, on ne va pas parler des gros investisseurs, de la façon dont se comportent ceux qui ont des bitcoins aujourd'hui? Est-ce que c'est une sorte de ticket de loto, j'ai gratté, j'ai perdu, je jette? Ou est-ce qu'on commence à avoir des stratégies de long terme avec cette histoire? En fait, c'est tout le sujet de pourquoi on parle de crypto aujourd'hui. On s'était déjà vu, toi et moi, sur ce sujet-là, et on n'est pas forcément d'accord sur la vision, que ce soit Bitcoin ou plus largement les actifs numériques. Ouais. C'est-à-dire les monnaies, les technologies et les services associés, parce qu'il y a 3 grandes familles d'actifs numériques. Ce qu'on sait, c'est que ceux qui sont restés, ou en tout cas les gros investisseurs encore détenteurs aujourd'hui, je prends Bitcoin, 50% des actifs de crypto-monnaie sont sur Bitcoin, sont des gens qui ne sont pas des puristes, mais sont des gens qui ont cru dès le départ dans, j'ai envie de dire, l'aventure à long terme de cette monnaie. Je déteste le mot monnaie, mais de cet actif. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de gens... Aujourd'hui, 50%. La valorisation des crypto-monnaies, c'est que Bitcoin. Oui, mais ce que tu veux dire, c'est, tu m'as dit, la moitié de ceux qui détiennent ces actifs, les détiennent depuis combien de temps? Sur le long terme? Je pense avant 2017 et les premières grosses fluctuations à la hausse, etc. Ah oui. Je suis quasi sûr de ça. Maintenant, en volume... Les gars qui ont acheté, j'en connais moi 2-3, je pense qu'ils me mentent. Voilà. Les gars qui avaient du Bitcoin, quand on a commencé à en parler, à 50, 60, 100 $, 400 $, ils ne l'ont pas vendu à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 30 000, à 60 000. Je n'y crois pas. Alors, Stéphane, il y a un doute déjà, parce que quand tu connais, et tu sais que je suis conseiller en gestion de patrimoine, d'abord, il faut qu'on m'explique comment ils peuvent vendre des millions d'un crypto-actif, sachant que c'était en Europe, et en particulier en France, extrêmement compliqué de reconvertir en fiduciaire sonnante et trébuchante, et qu'il fallait forcément passer par des plateformes, mais à l'extérieur. Donc forcément, c'est des sommes d'argent qui ont dû être placées peut-être à Dubaï, peut-être à l'île Maurice. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je ne savais pas ça. C'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est justement de ça, moi, j'ai envie de parler. Vas-y. Pour moi, les cryptos et Bitcoin, l'année 2024, elle est déterminante pour des choses vraiment concrètes. Enfin, en gestion de patrimoine, et je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, clairement, de commercialiser du Bitcoin ou de commercialiser une crypto-monnaie, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que m'autorise à faire l'autorité des marchés financiers, parce que je ne suis pas prestataire de services en actifs numériques. Mais tout ça est en train de changer. La France a été ces 2 dernières années, en avance sur ça. Il y a une directive européenne qui va rentrer en jeu en fin d'année 2024, MiCA, qui est en fait simplement un déroulé de ce que la France a mis en place pour permettre à des gens comme moi, pour permettre aux institutionnels, aux banques, de commencer à commercialiser des produits ou des services propres aux crypto-actifs. Donc, c'est pas de la régulation, parce que tu sais que je suis complètement contre la régulation, parce qu'il y a une notion de contrôle et de maîtrise. C'est de la structuration. Et c'est ça qui change complètement, et c'est ça qui fait qu'il va y avoir, je pense, un vrai mouvement sur ces crypto-actifs qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Aujourd'hui, ça y est, le marché, la grande finance, la petite finance, monsieur, madame, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose à faire avec ce nothing dont on parlait pendant des années. Ouais. Et on avait eu cette discussion. C'est finalement, ça y est, le gré à gré que je défends depuis 5 ou 6 ans, même si je ne suis pas un fan à fond de toutes les crypto-actifs, le gré à gré, il est d'accord. Voilà, l'exemple, Stéphane. BlackRock, la plus grande société de gestion, mais c'est pas les seuls. Il y a Fidelity aussi, tu as Franklin Templeton, c'est-à-dire des très grands... Il y a un moment que j'entends parler des ETF de BlackRock, je les entends toujours. Normalement, ETF, c'est-à-dire, pour le dire, en fait, tu te retrouves avec... comme on a de la pierre papier, on va avoir du Bitcoin papier. Ouais, mais c'est un vrai ETF, Stéphane. Oui. Mais... Des ETF futurs, il y en a déjà. C'est-à-dire des ETF futurs, c'est-à-dire en gros... Non, mais juste pour expliquer, on va pouvoir finalement acheter du Bitcoin sans en acheter. Donc régler d'ailleurs tous tes problèmes de transformation, etc. Plus structure. Et donc acheter un produit financier
qui sera corrélé au cours du Bitcoin. Exactement. Et disant cela, on se dit qu'est-ce que ça change ? Ça change que si c'est BlackRock qui commercialise ce produit, on peut penser qu'ils vont quand même regarder à essayer de donner un peu de stabilité au marché du Bitcoin. Et ça va plus loin que ça. Le lien, on est d'accord. Il y a déjà aujourd'hui des ETF futurs sur le Bitcoin, mais un ETF futur, c'est simplement un pari sur une valo. On va dire que l'ETF futur, c'est très professionnel. Et surtout, grosso modo, tu paries sur un cours. Ouais. L'ETF tel qu'il va être mis en place par BlackRock, c'est pour ça que c'est long, et par les grands autres acteurs américains. Là, tu rentres dans le grand public. Lui, l'émetteur de l'ETF, doit être détenteur de l'actif. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les volumes potentiels d'acquisition, là on parle que de Bitcoin, par la plus grande société de gestion au monde. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Parce qu'on peut discuter du côté, je fais marche arrière du patron de BlackRock qui il y a 3 ans ou 4 ans disait que c'était pas... Mais les mecs sont pragmatiques. C'est la vie, ça. Ah oui, c'est vraiment, pragmatique. Alors là. Le gré à gré est arrivé. Donc qu'on donne de la valeur ou pas au Bitcoin, c'est comme quand on donne de la valeur à l'or ou pas. Il y a un observateur qui est le patron d'une société de gestion qui s'appelle Tobam, qui est un des premiers en France à avoir intégré un peu de Bitcoin dans des fonds d'investissement classiques pour nous, CGP, et pour les banquiers, qui dit en fait, il y a aujourd'hui, on le sait, 10-12% de l'or planétaire qu'on a réussi à extraire. On le sait, et c'est plus difficile à aller chercher, c'est plus cher. Donc en fait, on sait qu'il reste encore des tonnes et des tonnes d'or. Pour autant, on s'est mis d'accord sur la notion de valeur refuge, sur une notion de préciosité de cette matière première qui reste quand même la matière première dans l'esprit des gens. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que, et là-dessus, en y réfléchissant, en préparant cet entretien, j'étais assez d'accord, c'est-à-dire, effectivement, l'assimilation à l'or me semble quelque chose de cohérent. Bitcoin. On va sortir d'une assimilation absurde qui est de le comparer à une monnaie. Ça, c'est pas possible. En revanche, effectivement, comme l'or, un actif qui sert à rien d'autre qu'à spéculer, à se croire en sécurité, etc., etc. Un étalon. Voilà. C'est un comparatif. Effectivement, pourquoi pas. Voilà. Effectivement, pourquoi pas. Avec une spécificité par rapport à l'or, ça c'est génial, et c'est le patron de Tobam qui le dit, donc je rends à César ce qui appartient à César. Il dit quand vous achetez un Bitcoin, c'est plus proche d'un Picasso que d'un lingot d'or. Parce que des lingots d'or, on peut en trouver d'autres, on peut en fondre d'autres. On sait que Bitcoin, au 21e million, c'est fini. Donc en fait, c'est comme quand Picasso meurt, il n'y aura pas d'autres Picasso. Là, mon ami, je vais te dire... C'est un actif technologique. Non, mais là, on rentre dans le cœur de notre sujet. C'est un actif technologique. Et il y a quand même une formidable arrogance de notre temps que de penser que cet actif technologique va résister au progrès technique. Oui, pourquoi pas. Le jour où un ordinateur, quel qu'il soit, craque l'intelligence artificielle, craque le programme Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? C'est possible. D'où accumulation of nothing, tu vois. Mais avec de l'or, tu as au moins des bijoux. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait comme ça une pastille sur des cryptos, et je ne suis pas un fan de la première heure des cryptos, parce que j'ai eu, et tu le sais, avec mon associé historique, un grand débat. Lui était pour la décentralisation, il croyait dans la dérégulation de tous ces cryptoactifs pour des questions de frais bancaires, où ça suffisait, de traçabilité, etc. Moi, je lui ai toujours dit... C'est l'origine philosophique du... Philosophique. Absolument. Philosophique. Et ça, c'est une discussion passionnante. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que je défends, c'est qu'il ne faut surtout pas que ces cryptoactifs rentrent dans, j'ai envie de dire, un système 2.0, mais soient bien les moteurs de ce web 3.0, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, etc. Ça veut dire qu'on ne fait que structurer tout ça pour que ce soit transparent, compréhensible et carré. Et donc évolutif. Je comprends pas ton point. Qu'est-ce que ça change ? Évolutif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Bitcoin l'étalon. Dans 10 ans, est-ce que technologiquement, comme tu dis, je prends ce scénario, soit on arrive à le craquer, soit on trouve une autre technologie qui permet d'en faire plus, je dis une bêtise, donc de rediluer la valorisation, mais ça peut arriver tous les jours, Stéphane, dans n'importe quel marché. Donc, ta réaction est une réaction qui commence à ressembler au fait que Alstom allait bien il y a 3 ans, c'est catastrophique aujourd'hui en bourse. Oui, mais je sais expliquer pourquoi. Alstom ? Oui. Je sais expliquer pourquoi. Oui. Je sais détailler Stéphane, ce qui s'est passé du côté d'Alstom. Voilà. Non, mais l'actionnaire d'Alstom, celui qui a acheté des actions Alstom, après, s'il n'est pas au courant qu'il avait des actions Alstom, peu importe, son gestionnaire de patrimoine ou son banquier savent ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Et sachant ce qui s'est passé, peut continuer d'ailleurs, personnellement, c'est ce que je vous conseillerais de faire, à acheter du Alstom à la baisse, à la caisse, à la casse et à moyenner à la baisse. Bon. Surtout qu'ils ont restructuré leur dette. Encore une fois, Bitcoin, comme l'or, l'or sert à faire du bijou, mais
ça ne sert à rien. Tu vois, j'ai pas de sous-jacent de création de valeur. Je suis d'accord, c'est un étalon. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est la partie plus technique et c'est pas l'objet, parce que l'objet ici, c'est de parler plutôt un peu d'économie. La partie technique de Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, sur le modèle d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, je le redis avec des guillemets pour ceux qui ne nous regardent pas, sont aussi des technologies dans lesquelles vous pouvez agréger des données, etc., etc. Et Bitcoin s'est ouvert également à ça, d'où le fait que ça a d'ailleurs un peu planté les flux, parce qu'il y a eu trop de données sur une technologie qui normalement n'était qu'un étalon tout simple. Ce que je dis juste aujourd'hui, ce qui est très important, on est assez d'accord que, là aussi, plus de 50% de la valorisation des crypto-monnaies, c'est que le Bitcoin. Donc il y a un écart énorme entre Bitcoin et toutes les autres. Bon, donc là, il y a peut-être un déséquilibre, ok. On sait que l'arrivée de l'ETF, de BlackRock et autres va créer un mouvement de flux qui n'a rien à voir avec la valorisation intrinsèque. Mais en même temps, forcément stabiliser la machine, parce que crédibiliser la machine. Un truc qui perd 150% puis qui les regagne d'une année sur l'autre, tu peux pas bâtir une gestion de patrimoine là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Non, tu peux en pas. le diluant. En le diluant. Oui, mais en le diluant. D'accord, En le diluant. Mais non, mais je veux dire, à un moment donné. donc on revient au jeton de casino. Non, mais je veux dire, pourquoi. Vas-y, continue ton propos. Donc, effectivement, cet ETF va stabiliser sans doute cette grosse machine. En tout cas, BlackRock y aura intérêt à stabiliser cette machine. Tout à fait. Ensuite, amener des flux importants. Et donner un peu de sécurité et des flux à ce moment-là. Crédibles. C'est-à-dire que là, on a des flux de grands institutionnels dans un cadre, je ne le redis pas, régulé, mais réglementaire, donc structuré, extrêmement propre. En France, tu as l'ADAN, qui est l'association pour le développement des actifs numériques, qui a été lancée il y a 3 ans. C'est une fédération professionnelle. C'est génial ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils vont pas jusqu'à dire on va casser complètement cet état d'esprit nouvelle génération, parce que ce sont nos enfants qui s'intéressent en vrai à ces actifs-là. En vrai, c'est la next generation. Ils s'y intéressent pour jouer. Ils s'y intéressent pour devenir millionnaire et partir vivre leur meilleure vie à Dubaï. Il n'y en a pas un qui réfléchit le pouvoir des banques centrales, l'émission monétaire. Non, arrêtons. Alors, peut-être pas de nos enfants, mais la génération qui est au-dessus des trentenaires. Mais c'est non. Alors, attends, parce que le temps tourne très vite. Je veux que tu me parles des. Tu m'as un truc que je connais pas. Donc les crypto monnaie, ok. Crypto actifs, ok. Et les services. Qu'est-ce que c'est que les services? En fait, les services. Donc t'as les crypto-monnaies, ça c'est le truc. Ok, on a vu. Ensuite, tu as toutes les technologies, c'est-à-dire que la blockchain, la sécurisation. Et on ensuite, est d'accord. Tu as tout ce qui va avec, c'est les services qui vont avec. Je te donne un exemple, un service financier que je connais bien, parce que c'est ceux-là qui m'intéressent moi. Je reçois lundi, donc avant même l'ETF de BlackRock, etc., d'une société qui structure des produits qui d'habitude sont sur un panier d'actions, un panier d'obligations, sur un indice, le produit structuré qu'on vend depuis des années dans les portefeuilles de nos clients. Bon, et bien là, ils viennent de structurer un service financier sur le Bitcoin. Donc en fait, à aucun moment donné, il n'y aura détention de Bitcoin ni quoi que ce soit, mais ça crée des services complémentaires à mon service, au service de mon client, c'est-à-dire un nouveau produit qui n'a rien à voir ni avec la crypto-monnaie, ni avec la technologie blockchain. C'est finalement la même chose que s'ils faisaient ça sur l'action Air France ou sur un panier obligataire. Quel service ils rendent? Je comprends pas. C'est un service financier. C'est pas un service je vous apporte à boire, madame. C'est un service financier. Tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces métiers. Alors, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Web 3.0. Ouais. Le Web 3.0, blockchain, tout ça, machin, blockchain, intelligence artificielle. Ouais. Et donc, aujourd'hui, l'arrivée de BlackRock, l'arrivée des grands financiers, l'arrivée des banques crée en fait tout un tas de services financiers complémentaires, qu'on peut appeler des produits, si tu préfères, de produits financiers. D'accord. Mais ce que tu veux dire, ça va être un nouvel intermédiaire finalement. Si je veux aller vers le TF de BlackRock, je vais passer par ces gens-là, ce sera plus simple pour moi qui suis en France et tout. C'est un nouveau service de technologie. C'est un nouveau service de technologie. L'autre service que tu peux avoir, c'est la cybersécurité. Tu as besoin de ces gens-là, toi? Tu sais très bien comment ça marche. Tu as besoin de ces gens-là? Moi, je ne structure pas de produits. Je suis médecin et pharmacien, monsieur Soumier. Je ne suis pas un laboratoire pharmaceutique, moi. Comme ça, je garde mon indépendance. Parce que si je commence à fabriquer vos produits, et ma maison mère le fait, je garde moi chez Net Investissement justement cette notion d'architecture ouverte, sinon conflit d'intérêt permanent. Conflit d'intérêt, ça me dérangerait pas d'être transparent avec mon client, mais c'est interne à moi, je vais avoir tendance forcément à préférer mon médicament que celui du concurrent, et on ne peut pas leur en vouloir, pour de très très bonnes raisons. D'abord parce que j'y crois. Voilà. Donc très important cette année 2024, il y a une structuration réellement du métier au travers même de l'AMF, pilotée par l'AMF dans ce statut de PSAN. Il y a une norme européenne qui arrive en fin d'année 2024 qui régule nos obligations à nous intermédiaires, qu'ils soient banquiers, assureurs, CGP, etc., sur la lutte anti-blanchiment d'argent. Parce que le vrai problème, c'est la traçabilité des sommes qui vont sur ces monnaies dérégulées, entre guillemets. Deux, tu as... traçabilité. La traçabilité. Avant l'investissement. Avant l'investissement. Moi, mon rôle, si demain je peux vendre un produit
avec dedans du Bitcoin, peu importe, etc., etc. Il faut juste qu'à un moment donné, je m'assure que la personne qui met de l'argent aurait pu le mettre dans n'importe quel autre produit financier que j'ai le droit de vendre. Avec les mêmes contraintes de traçabilité qui deviennent d'ailleurs au demeurant assez lunaires, mais enfin, ça c'est un autre sujet. 2, il y a ces volumes énormes d'institutionnels qui arrivent et ça va créer un flux financier. Et puis ensuite, en avril, je rentre pas dans le détail, tu sais, tous les 4 ans, Bitcoin distribue, il y a une distribution aux mineurs de Bitcoin pour les encourager à aller chercher les derniers, qui en général réduit encore plus le nombre de Bitcoin disponibles, ça divise par 2 quelque part le volume réel de ce qui reste à miner. Et donc plus on approche des 21 millions, théoriquement, plus il y a des risques. Parce que les 3 dernières fois, il y a toujours eu un effet marché très positif dans les semaines qui ont suivi. Donc 2024, c'est une année où théoriquement, cette crypto-monnaie, ce crypto-actif, cet étalon, on dit ce qu'on veut, il y a quelque chose à faire, et c'est pas pour rien, je finirai là-dessus, Stéphane, que BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton et autres s'y intéressent. Parce que s'ils s'y intéressent, c'est que forcément, ils ont décidé, je sais pas si c'est nothing ou pas, mais en tout cas, ils donnent une valeur, et nous, grand public, on accepte la valeur qu'on est d'accord de lui donner. Voilà. Exactement. Ah oui, non. C'est la notion de prix juste ou de prix de marché. Est-ce que le prix est juste? J'en sais rien. En tout cas, c'est le prix du marché. J'ai aucun souci là-dessus, à partir du moment, encore une fois, où on arrête de parler de monnaie. Voilà. Et où on arrête de tenir un discours pseudo-intellectuel, philosophique, etc., sur le pouvoir des banques centrales, l'émission monétaire, blablabla. Non. Stéphane, je suis quand même obligé de te dire que quand tu regardes un peu ce qui se passe en Ukraine, ce qui va peut-être se passer en Argentine, ce qui s'est passé au Pérou, dans certains pays d'Afrique, lorsque tu as un gros problème bancaire, il y a quand même des gens qui arrivent à sécuriser. Ils ne payent pas leur pain avec, mais ils arrivent à sécuriser leur patrimoine en passant justement par ces typologies de technologies qu'un dictateur ne peut pas te gauler. Le Liban, etc. Voilà. C'est important quand même. Non, le Liban est très intéressant là-dessus. Ok. Bon. Voilà. On est d'accord. Il y a le regard de la pièce. Heureusement qu'il y a que ces exemples sont très réduits. Et puis, ajoutons que si tu as un effondrement bancaire, pour utiliser tes bitcoins, il faut quand même que tu aies de la connectivité et de la connectivité efficace. C'est pour ça que je défends depuis le début que c'est pas un monde contre un autre. C'est la croisée des mondes, c'est le Web 3.0. On s'est même pas engueulé, c'est d'une tristesse tout ça. Mais tu commences à devenir comme moi. Tu commences à être d'accord avec moi, c'est inquiétant. On vieillit. Allez, on continue, Bismart.